On va démarrer cette table ronde numéro 2, si vous le voulez bien, pour éviter de perdre du temps, trop de temps. Et surtout, vous laisser la place aux questions après, aux échanges avec nos intervenants, que je remercie d'être là aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter. Très rapidement, cette table ronde s'appelle Du côté de chez MOP, donc maîtrise d'ouvrage public ou architecture publique. Vous me connaissez déjà, donc moi je suis architecte, praticienne aujourd'hui dans la maîtrise d'œuvre, maître d'œuvre comme on dit aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai passé 15 années dans la maîtrise d'ouvrage public, dans une collectivité, dans une agglomération, aux côtés des élus, dans les services techniques, sur des postes, différents postes. J'ai démarré comme architecte conseil au sein d'une collectivité. Du côté de chez MOP, moi la MOP, ça restera toujours ma Madeleine, pour faire référence à Proust, même si aujourd'hui je suis repassée dans la maîtrise d'œuvre. C'est important pour vous, aujourd'hui là où vous en êtes, licence et master 1 et 2, d'arriver à comprendre quelle est la place fondamentale de l'architecte au sein des services de l'État et au sein des collectivités, aux côtés des élus. Comment vous avez, vous, demain, votre génération, un rôle à jouer dans la construction de la cité, au sens originel du terme, en accompagnant les citoyens et en vulgarisant en fait l'architecture. On parle un langage commun qui nous est propre, qui est difficilement compréhensible par le commun des mortels. Et vulgariser l'architecture, on en parlait dans la table ronde précédente, c'est un exercice à la fois de langage et d'écriture très complexe. Et quand on est dans l'accompagnement au sein des services de l'État ou dans les collectivités, le rôle de l'architecte permet à la fois de travailler pour la qualité de l'architecture, la rendre plus inclusive et plus durable, et avec une dimension à la fois territoriale. Vous intervenez sur différentes échelles de territoire, sur différentes tailles de communes. Dans une dimension politique, pareil, au sens noble du terme. On ne rentre pas dans les débats gauche-droite. Voilà. Donc, je vais laisser nos intervenants se présenter ce matin. Coralie, peut-être, en premier. Voilà, on a un parcours qui est bien défini au niveau des intervenants, qui va vous permettre à la fois de partir de la pratique de l'architecture avec le patrimoine, pour arriver aux architectes des bâtiments de France, un service de l'État en particulier, jusqu'à sa pratique avec plusieurs années d'expérience. Et on aura des petits supports de présentation après. Bonjour à tous, merci d'être là à cette table ronde et je suis contente d'être entourée par deux intervenantes expérimentées et qui vont parler, avec qui on va débattre de sujets intéressants, je pense. Donc moi j'ai été diplômée de l'ENSAS en 2015. Suite à j'ai passé 5 ans à l'école ici à Saint-Étienne, et pendant ces 5 ans c'est déjà là que j'ai commencé à découvrir la maîtrise d'ouvrage public, puisque j'ai fait mon stage de master avec les architectes des bâtiments de France à l'UDAP de Paris. C'était un domaine qui m'intéressait, d'abord le patrimoine, et aussi de voir ce que je n'avais pas pu appréhender à l'école, c'est-à-dire on va dire de l'autre côté de la barrière, donc la partie instruction des dossiers, décision et même plus largement, puisque je ne savais pas du tout ce qu'il en retournait de ce que c'était un ABF. Donc voilà, j'ai découvert ce métier-là pendant mes années à l'école. Et à la sortie de mon diplôme, j'ai choisi de poursuivre la découverte du patrimoine plutôt auprès d'architectes en chef des monuments historiques, au sein d'une agence parisienne, donc là pour faire vraiment de la maîtrise d'œuvre, mais évidemment toujours en relation avec de la maîtrise d'ouvrage public, puisque je suis intervenue uniquement sur des projets publics pendant ces 2 ans auprès d'ACMH. J'ai ensuite intégré l'école de Chaillot, donc, pour devenir architecte du patrimoine, donc toujours pour poursuivre dans la maîtrise d'œuvre. Et après ces 2 années à l'école de Chaillot, on pourra peut-être y revenir après dans les questions et les échanges, j'ai choisi de créer mon agence. Mais à ce moment-là, ça a été un peu un moment charnière pour moi, puisque je me suis posé la question de si je souhaitais ou pas continuer à faire de la maîtrise d'œuvre, puisque pendant les 4 années où j'ai pratiqué, j'avais été un peu déçue par beaucoup de choses. Et justement, je me disais que la maîtrise d'ouvrage pouvait être une autre manière d'agir sur le faire de l'architecture.
voilà, je me suis vraiment intéressée aux différentes formes de maîtrise d'ouvrage qui pouvaient exister, notamment toujours dans le patrimoine, aux différents métiers. Et bon, finalement, les opportunités personnelles et professionnelles ont fait que j'ai choisi de rester côté maîtrise d'œuvre, mais toujours avec un intérêt pour la commande publique, puisque à l'agence actuellement, donc, qui existe depuis 5 ans, on a la moitié de nos projets qui sont des projets publics et qui sont à différentes échelles, dans différents territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, et avec différents acteurs et différents intervenants, où on est toujours aussi en relation avec les élus, les collectivités et également donc, les architectes des bâtiments de France, vu qu'on travaille principalement sur des sujets patrimoniaux. Voilà. Donc là, vous avez quand même 2 architectes praticiennes. On a la même Madeleine, puisqu'on a goûté à la maîtrise d'ouvrage public. Et bien qu'aujourd'hui, maître d'œuvre, on a entre 60 et 90% de notre activité d'agence qui se tourne vers la commande publique et vers cet accompagnement auprès des collectivités avec les ABF. Donc je me tourne vers Maëva. Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici. Pour parler de mon parcours un petit peu, j'ai été diplômée en 2016 à l'école d'architecture de Versailles. Un petit peu avant, j'avais fait des études en art appliqué et en design d'objets. J'ai ensuite choisi d'intégrer l'école d'architecture parce que je n'avais pas encore envie de travailler. Et finalement, en sortant de l'école, j'ai suivi le parcours qu'on m'avait donné. En tout cas celui vers lequel on nous avait un peu poussé, celui des agences d'architecture. Et j'ai travaillé dans 3 agences différentes pendant 5 ans. Et puis à un moment où je me suis un peu décalée, je me suis dit que la forme m'intéressait plus trop, mais le fond était toujours là, que j'avais toujours envie de parler d'architecture. Et j'ai choisi la maîtrise d'ouvrage public, sans savoir trop vers où j'allais. J'ai travaillé au ministère des Finances, parce qu'ils ont des bureaux de maîtrise d'ouvrage pour s'occuper de tous leurs bâtiments. Eux, ils appellent ça des biens. J'ai travaillé sur Bercy, de chez Méthoff, pour le faire évoluer. J'ai travaillé sur pas mal de bâtiments parisiens aussi. Et puis, en rencontrant différents interlocuteurs, parce que c'est un peu ça qui a fait évoluer mon parcours, c'est des rencontres, j'ai compris qu'il y avait des architectes urbanistes de l'État qui existaient. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être architecte des bâtiments de France. Et ça depuis 2 mois. Voilà. Je laisse la parole à Anne-France. Merci. Bonjour. Moi, je ne veux pas vous parler longtemps de moi parce que je pense qu'on est chacun unique et que les parcours, vous n'avez pas... que tout est possible et que c'est tout ouvert devant vous. Il faut juste que vous soyez fidèle à ce que vous aimez. Et ensuite, au cours de... La vie vous offre des circonstances que vous devez saisir. Voilà. Ouvrez au maximum. Moi, j'ai fait d'histoire de l'art, en 3 mots, un master de lettres et d'histoire de l'art en même temps à Lyon. Et en faisant mes relevés, je travaillais sur l'architecture croisée en Orient. Et en faisant ces relevés-là, je me suis dit, mais je sors de l'édifice et j'ai déjà oublié ce que j'avais vu. Donc j'ai besoin de dessiner pour concevoir. Et je me suis inscrite, j'ai fait des études d'architecture. Et puis après, comme j'avais un bagage d'histoire de l'art, j'ai travaillé pour des architectes en chef des monuments historiques qui font des recherches historiques sur les bâtiments et sur l'histoire des travaux avant de faire le projet. Et puis j'ai été formée au patrimoine comme ça. Ensuite, j'ai travaillé pour un architecte, une architecture en contemporain aussi, au concours, et c'était affreux. Et ensuite, j'ai fait un CAP de taille de pierre. Vous voyez, c'est pour vous montrer que quand on suit son fil, on arrive à quelque chose. Et puis ensuite, le jour, complètement par hasard, j'ai appris qu'il y avait un concours pour être architecte urbaniste de l'État. Je ne savais pas ce que c'était, et j'ai regardé, j'ai passé le concours. Voilà. Et aujourd'hui, je vous expliquerai ce qu'on fait, c'est vraiment intéressant. Mais je me souviens un jour, j'ai assisté à une conférence organisée par l'école d'architecture de Saint-Étienne, qui était à la Cité du Design avec Ricciotti. Et c'était archi comble. Et il avait dit aux étudiants, pendant votre formation, allez travailler chez des artisans, ne passez pas une seconde devant un écran chez des architectes
pendant vos stages, mais allez, apprenez l'électricité, apprenez la charpente, soyez maçon, tous les corps de métier, apprenez-les, et c'est comme ça que vous formerez, et que vous comprendrez ce que c'est que l'architecture. Et voilà, j'ai un peu fait ça aussi. Du coup, on a défini ce matin un petit chemin qu'on va vous faire parcourir. On va partir de l'architecte maître d'œuvre, architecte du patrimoine, pour après revenir à l'architecte urbaniste de l'État et son travail au quotidien auprès des particuliers, des architectes et de l'État. Coralie, alors il y a la petite voilà, zapette devant pour faire passer. Je commence par la plaquette de présentation de l'agence. Oui. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait à l'agence et comment aussi on en est arrivé là aujourd'hui, puisque donc, ça fait 5 ans que l'agence a été créée. J'ai créé cette structure avec une associée architecte d'intérieur à l'origine, qui aujourd'hui a quitté la société, mais je continue avec 2 collaboratrices. Et finalement, depuis 5 ans, on a des projets qui sont très différents les uns des autres, comme je vous disais tout à l'heure, à différentes échelles, sur différents territoires. Vu le thème de la conférence aujourd'hui, je vais peut-être plus vous parler de comment on en arrive à la commande publique. Mais disons qu'à la base, pour en arriver à ce qu'on souhaite faire réellement, comme l'évoquait Anne-France tout à l'heure, il faut vraiment suivre vos envies et vos convictions, puisque moi j'étais convaincue que je souhaitais agir justement sur les territoires par la commande publique et pour le bien commun. Et parce que peut-être que c'est de là d'où je venais aussi. En agence, quand j'étais salariée, j'ai uniquement travaillé sur des projets de ce type-là. Et je suis persuadée que c'est comme ça qu'on peut faire changer les modes de vie. Donc voilà, je voulais vraiment arriver à développer ça au sein de ma propre structure, ce qui est un peu compliqué forcément quand on débute, mais ce qui permet quand même d'avoir une motivation au quotidien d'arriver à essayer d'atteindre ces objectifs-là. Donc pour ce qui est du patrimoine et de la spécificité de l'agence, on intervient sur tout type de projet, mais uniquement sur des projets existants. Donc des projets de réhabilitation, de transformation, de rénovation et de restauration de monuments historiques. Donc ça a commencé par des projets privés, de particuliers, donc de maisons, d'habitats, de petits commerces. Puis petit à petit pour arriver à des projets plus importants de commande publique. Hop, je vais peut-être passer là-dessus. Hop, et parler plutôt donc, des projets qu'on développe à l'agence qui vous intéressent peut-être plus. Comme vous pouvez le voir ici, on a des échelles qui sont très variées et des sujets très variés. Notamment sur donc là les 3 projets que vous pouvez voir sur la première ligne sont 3 projets publics mais qui sont des projets très différents. Donc on intervient à la fois sur du lycée, donc là on est sur de l'architecture scolaire qui est assez récente, et le projet au milieu est un projet de site médiéval en ruine, donc architecture du Moyen-Âge dans un petit village rural qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc voilà, là, les interlocuteurs et les acteurs, les enjeux, les échelles, les matériaux, les époques, tout est extrêmement différent. Et c'est ça qui nous anime aussi à l'agence dans les commandes qu'on peut avoir, puisqu'il faut qu'on s'adapte en permanence au sujet et savoir répondre vraiment de manière très spécifique aux besoins de chacun. Évidemment, les attentes ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'on intervient sur la restructuration d'un lycée que sur la restauration de ruines d'un site médiéval. Les enjeux sont pas les mêmes et du coup, il faut vraiment comprendre tout ça et dialoguer avec tous les acteurs pour vraiment arriver à définir un axe de travail qui soit pertinent pour tout le monde, autant pour nous à l'agence, mais aussi pour répondre aux besoins spécifiques qui sont demandés. Sur la deuxième ligne, au centre, vous pouvez voir le chevalement de Valenciennes. Là, c'est une mission qui est encore différente puisque je suis intervenue pendant 4 ans dans le cadre d'une mission d'architecte conseil au sein de la mairie de Valenciennes, donc, qui avait lancé justement un appel d'offres parce qu'ils estimaient avoir un besoin de conseils plus spécifiques pour
pour leurs habitants et pour leurs projets aussi communaux sur un accompagnement sur le patrimoine, sur les différents types de projets qu'ils pouvaient avoir. Et donc je réalisais des permanences en mairie toutes les 2 semaines. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui a nourri ma pratique, puisque j'étais vraiment au plus proche de la collectivité. Je travaillais vraiment toutes les 2 semaines avec des élus de la mairie de Valenciennes, où on recevait des habitants qui venaient exposer leurs problématiques de projet. Alors ça allait du remplacement de leur menuiserie en bois qui était protégée, jusqu'à la construction de leur maison à côté de l'église. C'était très très large et c'était hyper instructif, dans le sens où il fallait être très réactif et arriver à apporter les bonnes réponses au bon moment et aux bons interlocuteurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, la mission d'architecte conseil, mais ça ouvre énormément de connaissances et de possibilités. Et c'était surtout à Valenciennes spécifiquement en lien avec les architectes des bâtiments de France, puisqu'il y a un secteur qui est protégé au sein de la ville. Et donc voilà, il y avait un vrai dialogue qui s'est établi entre la commune, les architectes des bâtiments de France, les habitants et moi-même pendant toutes les permanences et pendant les 4 ans où je suis intervenue. Et donc il y a eu aussi des petites missions d'études, notamment le chevalement qui est là. Je fais juste une aparté, puisqu'on est dans vos pratiques futures. Vous avez, dans le cadre de vos études, des stages obligatoires à faire ou une première pratique professionnelle que vous engagerez après votre diplôme. Vous avez 2 entités dans lesquelles vous pouvez appréhender ce rôle de l'architecte conseil ou conseiller. Ce sont les CAUE, les conseils en architecture, urbanisme et environnement, qui sont vraiment là pour accompagner à la fois les collectivités. En fait, c'est l'outil du département, c'est financé par les départements. Ils travaillent aux côtés des collectivités, en règle générale plutôt les petites collectivités. On est beaucoup dans la ruralité. On a des architectes alors, qui sont intégrés au CAUE, mais aussi des missions qui sont données à des architectes conseillers qui vont accompagner ces collectivités et ces particuliers, notamment en phase programmation, avant de lancer un marché public. Le deuxième service dans lequel vous pouvez notamment faire des stages, ce sont les DDT, les directions départementales des territoires, dans lesquelles vous avez aussi des architectes conseillers qui là vont accompagner les maîtres d'œuvre dans la qualité architecturale de leur projet. Donc c'est un rapport, c'est une autre forme de dialogue, parce que là c'est un architecte versus un architecte. Donc il y a celui qui a conçu le projet et puis il y a celui qui défend l'architecture du territoire. C'est pas toujours simple, mais c'est 2 entités intéressantes si vous voulez appréhender cette façon de voir l'architecture. Oui, exactement. Et c'est également le rôle que j'avais au sein de la mairie de Valenciennes. C'était aussi être en lien avec d'autres architectes qui présentaient leurs projets pour la collectivité. Et enfin, sur cette dernière page, un autre aspect aussi, c'est en bas à droite. Vous pouvez voir, c'est une étude, un diagnostic patrimonial qui a été réalisé sur un monument historique d'une commune de la Manche, avant la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est, on va dire, parmi les commandes publiques qu'on a en ce moment à l'agence, ça fait partie de la moitié des commandes publiques qu'on a, de réaliser en amont d'un projet un état des lieux en fait, d'un bâtiment, et pour définir son état sanitaire, ses potentialités aussi, pour justement permettre de définir un programme pertinent qui soit adapté au sujet et au territoire aussi, puisqu'on intervient pour des besoins réels et très concrets. Et justement, ces diagnostics patrimoniaux sont vraiment réalisés en lien aussi avec les architectes des bâtiments de France, puisque de manière générale, on les fait sur des édifices soit monuments historiques, soit qui présentent un intérêt patrimonial important pour la commune ou le territoire. Et on arrive à aboutir à des choses qui sont qui sont essentielles pour un projet de maîtrise d'œuvre cohérent et complet, quoi. Voilà, un bref aperçu de tout ce qu'on fait à l'agence, et c'est encore plus large. Je ne vous ai pas parlé des projets pour les particuliers, mais voilà, c'est rien que là, sur les quelques éléments de commande publique sur lesquels on intervient,
déjà très très large. J'ai mis l'exemple du diagnostic patrimonial, si tu veux rentrer un peu dans le détail. Oui, alors pour revenir un peu dessus, donc un diagnostic patrimonial, ça se définit par la réalisation donc, d'un état des lieux d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, à la fois en dressant un historique de ce site, de ce bâtiment, pour en comprendre l'évolution, et également donc, un état sanitaire, une analyse des matériaux, et pour arriver à définir des valeurs patrimoniales pour savoir ce qu'on va conserver, ce qui va être important de restaurer, de mettre en valeur, qui va avoir moins d'importance et permettre au bâtiment de se développer et de se transformer. Donc ça, c'est une mission qui est très spécifique et complètement détachée d'une mission de maîtrise d'œuvre. En général, on réalise un diagnostic patrimonial sans forcément savoir qu'est-ce qui va en devenir de ce bâtiment-là, donc avec un regard très neutre et assez détaché d'un futur projet pour justement permettre d'explorer toutes les potentialités qui sont possibles. Donc là, pour exemple, vous pouvez avoir le lycée Jean-Baptiste Say, donc qui se trouve à Paris, qui est un des plus gros lycées parisiens, qui est assez vétuste, et où la problématique principale, c'est le manque de place. Donc il a fallu déterminer dans ce diagnostic-là où est-ce qu'on allait pouvoir trouver de la place dans ce lycée-là, quels sont les locaux qui allaient pouvoir être transformés, et est-ce que des extensions ou des surélévations étaient possibles. Donc pour tout ça, voilà, on a déterminé, je passe rapidement, voilà, on a déterminé donc, toute une nomenclature pour justement pouvoir communiquer à la fois avec la maîtrise d'ouvrage et les acteurs, tous les acteurs du projet, avoir un langage compréhensible et simplifié, puisque tout le monde n'est pas forcément sachant autant que nous, et ça c'est très important aussi de s'adapter au public avec lequel on travaille. Donc voilà, toute une charte graphique. Donc là, vous avez quelques illustrations du lycée avec des bâtiments très différents, qui datent d'époques différentes, des types de construction aussi assez variés. Et enfin, après, quelques exemples d'analyses que l'on a fait. Donc, comme je vous évoquais tout à l'heure, une analyse d'abord historique avec une évolution de la construction du lycée. Donc, c'est ça qui va nous permettre de déterminer qu'est-ce qui est encore là aujourd'hui, qu'est-ce qui a été détruit ou modifié. Voilà, là, on travaille en général, la plupart du temps, en collaboration avec des historiens, des historiens spécialisés dans l'architecture, qui réalisent donc l'ensemble des recherches en archives. C'est des choses aussi que nous, on est capable de faire et qu'on peut faire, et qui sont très intéressantes et hyper importantes pour le projet. Mais voilà, on aime aussi s'entourer de personnes qui sont compétentes dans leur métier et qui nous apportent d'autres informations qu'on n'aurait pas forcément trouvées nous-mêmes. Voilà, quelques exemples des recherches historiques et de la synthèse qu'on a fait, mais on essaie de chercher tous les plans qu'on peut récolter de différentes époques, des photos d'archives, pour arriver à une autre strate de datation où on a pu comprendre donc, toute l'évolution du lycée et comment les bâtiments se sont construits petit à petit. En deuxième étape, donc, comme je l'évoquais aussi, cette analyse de datation vient être complétée par une analyse sur les matériaux. Ça va nous permettre de comprendre les principes constructifs de l'époque, les principes constructifs d'aujourd'hui, pour justement arriver à donner des pistes sur les possibles extensions ou surélévations pour rester dans une cohérence par rapport à l'existant aussi. Donc on va pouvoir proposer des choses complètement différentes sans forcément rester dans la pierre parce que le bâtiment existant est en pierre. Mais pour pouvoir proposer ces choses variées, il faut d'abord qu'on comprenne comment est constitué le bâtiment existant. Donc voilà, avec une analyse assez spécifique sur les façades, la composition des façades, les menuiseries. Et toutes ces recherches-là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va nourrir le projet par la suite. C'est vraiment, ça nourrit les discussions programmatiques et la réalisation d'un projet de maîtrise d'œuvre. Et enfin, donc, ces recherches sur les datations, les matériaux nous permettent donc d'arriver à une analyse sur l'authenticité des bâtiments, donc, comme évoqué rapidement tout à l'heure aussi, sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on restaure, qu'est-ce qu'on met en valeur, qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on modifie.
donc avec différents degrés d'importance en fait, de valeur patrimoniale, qui permettent après voilà, de faire des choix de projet. Donc c'est un travail qui est assez complet, qui se fait à la fois en plan, en façade, où on étudie à la fois une organisation spatiale générale, une implantation urbaine aussi, mais aussi on va arriver jusque dans le détail des menuiseries, comme je vous montrais tout à l'heure. C'est voilà, une échelle, il y a plein d'échelles différentes dans ce type de diagnostic, et c'est ce qui va faire la valeur du projet par la suite, et nourrir les discussions qu'on va pouvoir avoir avec la maîtrise d'ouvrage. On peut faire un lien quand même là entre ce qui est présenté par Coralie et la table ronde numéro 1 où la valeur de l'écriture, en tout cas sur le diagnostic tel qu'il a été présenté, l'écriture ne porte pas de jugement sur l'architecture en tant que telle. Il y a un accompagnement par des photos ou des plans, mais c'est bien dans la manière dont va être rédigé après le diagnostic patrimonial que le maître d'ouvrage va en prendre connaissance, et ça va lui permettre derrière de pouvoir attaquer sa phase de programmation pour arriver à déterminer les futurs usages ou la transformation ou la démolition. Prendre acte de démolir un bâtiment quand il y a une valeur patrimoniale, c'est extrêmement complexe dans une collectivité, parce que l'habitant, qui est la vox populi, c'est lui qui vote. Donc un élu, il est là pour être réélu. C'est rare quand il n'est pas là pour être réélu. L'habitant, lui, il a souvent un attachement à ses biens patrimoniaux parce qu'il a été dans ce lycée, parce qu'il a été dans cette piscine, parce qu'il a été dans cette bibliothèque. Donc prendre l'acte de décider de démolir, c'est pas anodin dans une collectivité, quelle que soit sa taille. Et c'est bien ces diagnostics-là et la manière dont ça a été écrit et rédigé et alimenté par les recherches qui vont permettre après à la collectivité ou à l'État de décider de... Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment un regard neutre qu'on apporte au bâtiment et sans avoir de jugement sur les choix qui vont être faits par la suite. Et c'est vrai que ça permet aussi de rebondir sur l'importance de l'écriture tout à l'heure qui a été évoquée dans la table ronde précédente, où là, je suis passée assez rapidement, mais vous voyez que là, c'est juste un extrait d'un dossier de 150 pages qu'on doit rédiger de manière compréhensible pour tout public. Donc il faut vraiment travailler l'écriture, que ce soit pour rédiger des dossiers comme ça, des mails, des notes méthodologiques d'appel d'offres. Enfin, voilà, c'est hyper important le travail d'écriture. Si je poursuis rapidement sur la partie donc, diagnostic sanitaire qui vient en général conclure le diagnostic patrimonial et nourrir aussi un peu tout le reste. Là, on se penche vraiment sur l'état de dégradation d'un bâtiment et parfois avec la découverte d'éléments un peu urgents à traiter pour préserver et sauvegarder l'intégrité d'un édifice. Et pour compléter ce dossier-là, donc comme le disait Caroline, on vient aussi travailler de manière graphique. Donc tout ce que je vous ai évoqué là, on le traduit évidemment en plan, puisque c'est de cette manière-là qu'on arrive à, en tout cas nous en tant qu'architectes, communiquer le plus facilement, enfin moi personnellement, et où on vient retraduire tout ça en plan. Et tous ces éléments vont être transmis à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui réalisera le projet et donc qui va reprendre tout ça pour concevoir son projet. Et ce diagnostic patrimonial, dans la plupart du temps en tout cas, c'est pas forcément le cas, s'ouvre sur une notion de faisabilité avec la réalisation de différents scénarios sur différents sujets. Donc, j'arrive pas à lire ici, mais je vais me retourner. Donc voilà, on peut aborder la partie donc, démolition. Qu'est-ce qu'il est possible de réhabiliter aussi? Comment on peut créer des surfaces, avoir de nouvelles orientations programmatiques? Voilà, notre regard, pareil, est assez neutre à ce moment-là, puisqu'on ne sait pas toujours quel genre de projet il va y avoir après. Par exemple, pour le lycée, on savait qu'il fallait plus de place, mais il n'y avait pas vraiment de besoin évoqué par la maîtrise d'ouvrage sur quelle allait être la destination des autres salles. Donc nous, voilà, pendant le diagnostic, on a vu qu'il manquait des espaces sportifs, des espaces que la bibliothèque était beaucoup trop petite. Donc c'est nous qui avons proposé c'est d'améliorer d'améliorer ces espaces.
mais sans forcément savoir s'ils vont retenir ces solutions-là ou pas. Voilà. C'est uniquement des propositions et des discussions qui sont évidemment toujours argumentées par rapport au regard qu'on a eu et à toute l'analyse qu'on a réalisée. Du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour en tout cas les S5 qui sont là ce matin, je les remercie. Vous voyez que ce que vous faites actuellement ou ce que vous faites depuis le début de l'année, dans la vraie vie, en fait, vous allez faire la même chose. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre pendant ce semestre. En fait, on l'utilise, vous allez l'utiliser après, quelle que soit votre pratique et la manière dont vous allez aborder l'architecture dans votre vie professionnelle, vous allez utiliser ce bagage-là. On va peut-être passer du côté du service, des services de l'État. Je vais laisser Maëva parler de son parcours. Cette photo, elle traduit pas mal ce que je fais depuis 3 mois. Je me balade dans le département de la Seine-et-Marne, parce que c'est là où je travaille aujourd'hui. La ville un peu connue là-bas, c'est Fontainebleau. Et donc, je découvre les territoires, et notamment les monuments historiques qu'il peut y avoir en Seine-et-Marne. J'ai pas pris la zapette. Merci. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait 4 ans avant d'aller à l'école d'archi. J'ai eu ce qu'on appelle un bachelor. Je pense que ça n'existe plus maintenant, mais pendant 4 ans, j'étais à l'ISA à Paris, qui est l'Institut supérieur des arts appliqués, et j'ai étudié le design d'objets notamment. Et ce qui me plaisait beaucoup à cette époque-là, c'était l'interdisciplinarité, le fait qu'on avait des professeurs qui étaient un peu de tout milieu. Et j'ai rencontré des architectes. Et j'ai voulu continuer à apprendre de nouvelles choses. Ici, j'avais construit un bureau que j'ai toujours, mais ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'il est bancal. Mais voilà, ça m'a permis de comprendre un petit peu le travail des matériaux et plein d'autres choses à ce niveau-là. Et donc, je suis allée à Versailles. J'ai été prise en VAE, en équivalence. Donc, je suis arrivée en 2e année. Et ça, c'est mon diplôme de fin d'études que j'ai passé en 2016, où j'avais travaillé sur la ville de Toulouse, parce que je suis originaire de là-bas, et l'explosion qu'il y a eu en 2001 sur un site qui s'appelait AZF, un ancien site industriel, qui était en friche. Et donc j'ai travaillé sur la mémoire de ce site et le fait de lui redonner un peu vie. Et j'ai surtout pris comme sujet un sujet qui existait déjà, parce que c'était un concours qui avait lieu au moment où j'ai passé mon PFE. Donc je voulais essayer de me rapprocher un peu de la réalité tout en essayant de m'en déconnecter, parce que j'ai proposé un projet qui était quand même un petit peu tiré par les cheveux. Mais c'était pour la venue du téléphérique à Toulouse qui voulait un petit peu réactiver ce site. Et donc, comme je le disais, après ce PFE, j'ai travaillé dans des agences d'architecture à Paris sur différentes choses. J'ai essayé comme je l'ai fait avant, d'apprendre plein de choses et de me renseigner sur tout ce qui pouvait se faire sur l'architecture dans le cadre de l'agence. Et un des projets qui m'a pas mal marqué, c'est celui-là. C'est un concours pour la ville de Paris, à la Maison des Canaux. C'est dans le 19e arrondissement. C'est un site assez symbolique là-bas, parce qu'il concentre pas mal d'associations qui œuvrent pour les plus démunis. Et il voulait créer une terrasse et réaménager l'intérieur du bâtiment avec une règle, c'était celle de l'économie circulaire à 95%, parce que 100% c'était pas possible, parce que le bâtiment était amianté. Et c'était en 2018. C'était la première fois que j'entendais parler d'économie circulaire. Donc je pense qu'il y avait déjà pas mal de choses que j'avais peut-être occultées, ou en tout cas on en parlait peut-être moins. Enfin voilà. Et donc j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à rencontrer aussi des gens, parce qu'il a fallu que l'agence s'entoure de gens sachants. Et c'était une des premières fois où on n'avait personne à convaincre. Quand je dis personne à convaincre, c'était la collectivité de la ville de Paris qui connaissait, qui était sachante, qui nous avait dressé un cahier des charges assez complexe, mais qui nous a fait apprendre plein de choses. Mais on n'avait pas à convaincre de ce qu'il fallait faire et ce qui pouvait être bien pour le bâtiment, ce qui pouvait être bien pour les usagers. Il y avait quand même la contrainte coût, mais en tout cas, le portefeuille était un peu élargi. Ça nous a permis de faire de super choses. Et
et d'apprendre beaucoup. C'est un concours qui a duré 1 an, donc ça a duré très longtemps et on ne l'a pas gagné. Mais c'est ça aussi, le travail en agence, on perd pas mal de concours. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, le travail, j'ai fait plusieurs agences parce que j'arrivais pas forcément à me sentir très confortable sur la façon dont on faisait les choses. J'ai cherché une manière de continuer à faire de l'architecture. En rencontrant des gens aussi sur les chantiers, j'ai rencontré des architectes qui étaient au sein de collectivités et qui m'ont dit que c'était possible de faire ça et qu'il y avait plein d'emplois et qu'aujourd'hui, on n'était pas obligé d'être fonctionnaire pour faire ces métiers-là. Et donc, c'est là que j'ai trouvé du travail au ministère des Finances. Au début, ça m'a un peu rebuté parce que le ministère des Finances, tout simplement. Enfin, je comprenais pas trop pourquoi ils cherchaient des architectes, mais si. Ils en ont pas mal besoin d'ailleurs. Et j'ai compris le rôle que j'allais avoir directement parce que j'étais la seule architecte du service que j'intégrais. Il y avait des gens assez techniques, il y avait des thermiciens, des électriciens, des ingénieurs structures qui étaient là. Ils s'étaient entourés de gens bien pour essayer de comprendre un petit peu les bâtiments qu'ils étaient en train de réhabiliter ou ceux qu'ils voulaient créer. Mais il fallait faire de la pédagogie parce que la sensibilité architecturale, ça n'existait pas. Enfin, il y avait un discours, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était pas un bâtiment, c'était un bien domanial. Donc il y a toute une culture à faire et à défaire surtout sur certaines façons de penser. Et un bâtiment notamment sur lequel j'ai travaillé, il est à Paris, dans le 13e arrondissement. Et c'est un des derniers vestiges de l'époque industrielle de ce quartier-là dans le 13e, qui s'appelle aujourd'hui la ZAC Paris-Rive-Gauche. Et enfin le dernier avec la halle Fraissinet, qui est la station F aujourd'hui, qui a été sauvée apparemment grâce à Xavier Niel. Mais voilà, c'était un des derniers vestiges qui est resté. Et aujourd'hui, il appartient au ministère des Finances. Il fait 11 000 m² et il y avait 200 personnes dedans. Donc c'est pas du tout rentable. Donc ce qu'ils voulaient faire, c'était le démolir et tout reconstruire pour densifier le site. Sauf que en l'occurrence, cet édifice-là, il a quand même un peu une histoire. C'est un peu compliqué de continuer à démolir quand on voit ce qui a été fait sur le reste de la ZAC Paris-Rive-Gauche. Et donc, quand on m'a dit ça, moi, mon but, c'était d'accompagner. J'étais dans la phase amont de celle que connaissent les architectes maîtres d'œuvre, c'est-à-dire de préparer le programme. Et donc, je vais préparer un programme pour la démolition du bâtiment. Sauf qu'il y a un peu de sensibilité derrière et c'était pas, je ne voulais pas faire ça, tout simplement. Donc du coup, il a fallu parler un petit peu avec l'ensemble des services qui composent le bureau de maîtrise d'ouvrage et les sensibiliser, à leur faire connaître qu'il y a une histoire, il y a sûrement une étude patrimoniale qui peut être faite, comme tu nous as montré, qu'il va falloir aller voir la ville de Paris parce qu'ils ont sûrement un droit de regard un peu sur ce bâtiment-là. Et est-ce qu'on n'essaierait pas de le réhabiliter avant de le démolir? Et en fait, ces scénarios-là, ils n'avaient jamais été évoqués. Donc, c'était juste faire naître des idées qui n'avaient jamais existé, quoi. Donc, finalement, il y a une étude qui a été faite, une étude patrimoniale, et beaucoup de choses s'en sont suivies, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a été décidé que, étant donné les coûts, rien ne se ferait. Voilà. Donc le bâtiment il est toujours là, il y a toujours 200 personnes dedans et ça continue comme ça. Voilà. Mais ce que je disais, c'est qu'à travers ça, à travers ce bâtiment-là, j'ai rencontré quand même les ABF de la ville de Paris pour savoir un petit peu comment ça allait évoluer, des architectes qui travaillent aussi dans la collectivité de la ville de Paris, qui font évoluer l'urbanisme là-bas. Et c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais arriver à m'insérer un peu mieux dans la fonction publique, ou en tout cas dans un cadre d'intérêt public en passant le concours d'architecte urbaniste de l'État. C'est compliqué. Eva, si tu me permets juste une aparté, pour que vous arriviez bien à cerner la manière dont ça fonctionne, que ce soit les ministères, les collectivités, ce sont des structures qui sont extrêmement pyramidales, avec un système hiérarchique très sévère, très strict,
Vous avez la personne avec des catégories, hein, catégorie C, catégorie B, catégorie A, ça c'est la fonction publique. Mais à l'intérieur des directions, vous avez effectivement des directions maîtrise d'ouvrage ou des directions bâtiments ou des directions opérationnelles. Ça varie en fonction de là où vous vous situez. Mais vous avez un tel système hiérarchique que la personne architecte au sein d'un service qui n'est ni chef de service, ni adjoint du chef de service, ni directeur adjoint, ni directeur général adjoint, ni directeur général, doit avoir une force pour convaincre qui est extrêmement importante. Et je reviens toujours à la première table ronde sur l'écriture et sur le langage et la façon de s'exprimer. C'est vous, architecte, au sein de ces services, au sein de ces directions, vous allez devoir, avec votre propre conviction, arriver à convaincre que ce que vous proposez, c'est la solution. Et éviter effectivement une démolition, par exemple, d'un bâtiment qui est un patrimoine historique. Aujourd'hui, il est toujours debout, on ne sait pas pour combien de temps. Il n'y a pas de programme dessus pour l'instant, d'après ce que j'ai compris. Mais dans ces structures très pyramidales, votre force à vous, ça va être le pouvoir du langage et après du dessin. Ouais, c'est ça. Je suis revenue sur cette image-là parce que j'ai mis un petit titre, juste pour que vous compreniez, ouais, toute la pyramide. Alors moi, j'étais au BIMO, qui fait partie du CIEP, qui fait partie du SG, du MEFI. Voilà. Donc après, il faut se familiariser avec les acronymes. C'est un peu compliqué. Du coup, BIMO, Bureau de l'immobilier et de la maîtrise d'ouvrage. CIEP, Service de l'immobilier et de l'environnement. Je vais pas le P. Secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Voilà. Donc ouais, c'est très pyramidal. Et au sein de ça, moi j'étais chef de projet, j'avais au-dessus de moi un adjoint il y avait un chef d'antenne qui avait lui-même un adjoint de pôle et un chef de pôle. Enfin voilà, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Et dans les collectivités, vous rajoutez l'autre branche, qui est la branche politique, avec les élus, qu'il faut convaincre aussi, mais toujours en passant par le système pyramidal. Ouais, ouais, je voulais parler un peu du concours, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour moi. J'ai passé 3 fois le concours avant de l'avoir. C'est un concours qui est assez compliqué, pour lequel j'ai compris que la 3e année qu'il fallait que je m'y prépare. Et donc j'ai intégré une prépa au concours qui était à l'école de Lyon. On a discuté tout à l'heure, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est bien dommage. Il y a quand même une prépa à Versailles qui existe. Et c'est bien, parce que ça demande pas mal de choses. Donc le concours AUE, donc on devient architecte urbaniste de l'État. Et on choisit dès le concours si on veut intégrer soit le ministère de la Culture ou soit le ministère de la Transition écologique. Ceux qui sont au ministère de la Transition écologique, ils ont une affinité, une sensibilité un peu plus urbain et environnement. Voilà. Et ils vont plus travailler, eux, dans des DDT, dans des DREAL, ça c'est le niveau régional, ou carrément ministère de l'écologie et de la transition écologique. Mais en premier poste, parce qu'en fait, le truc avec le concours AUE, c'est que on peut évoluer et changer totalement de ministère ou d'entité. On a une liberté, en tout cas, selon les postes qu'il peut y avoir, qui est assez importante. Mais voilà, on doit faire ce premier choix. Donc, moi, j'ai fait ministère de la Culture aussi. On a des épreuves écrites. Les prochaines, elles sont en mars. Les épreuves écrites, c'est dissertation, analyse critique et épreuve graphique. C'est ça qui va différer entre les deux options, entre ce qu'on appelle les urbas et les autres, nous, les patrimoines. Si on arrive à valider ces épreuves, on arrive aux épreuves orales, où il y a un grand oral, une analyse critique et une épreuve d'anglais. Si on arrive à valider ces épreuves orales, on arrive en formation post-concours, ça dure 1 an. Il y a un mémoire, une soutenance à faire à la fin. Et si on arrive à valider ça, on arrive à devenir architecte urbaniste de l'État. Donc c'est complexe, il faut de la conviction et de l'engagement, il faut y croire un petit peu, mais c'est chouette à la fin. Et pendant aussi, la formation était super, on a fait, c'est ce que j'ai noté là, on a fait des voyages d'études, j'ai fait des stages qui étaient chouettes aussi, on a pu même aller visiter, on est allé à Bruxelles pour voir un petit peu comment fonctionnaient toutes les décisions européennes, enfin il y avait plein de trucs très intéressants. Et finalement, donc depuis, pas 2, mais en fait 3 mois, je suis en Seine-et-Marne et donc je commence à apprendre un petit peu le métier d'architecte des bâtiments de France. J'ai fait des stages un peu avant, mais je n'avais pas intégré de ce qu'on appelle une unité départementale de l'architecture et du patrimoine. C'est les services où travaille le service où travaille l'architecte des bâtiments de France.
Donc je découvre aussi un territoire, puisque je ne connaissais pas trop la Seine-et-Marne. C'est ça un peu le truc à la fin du concours, c'est qu'on nous envoie quelque part. Donc il faut être prêt aussi à bouger. Moi, je ne suis pas allée très très loin, mais c'est pas si proche de Paris que ça. Mais voilà, les trois grands traits qu'on nous avait, qui composaient un peu ce qu'on nous a appris pendant l'année de formation et ce que j'ai pu un peu comprendre aussi pendant les stages et ce que je comprends maintenant, c'était que le rôle de l'architecte des bâtiments de France, c'était le conseil, la préservation et aussi le contrôle. J'ai mis le conseil avec une photo d'une des visites que j'ai faites récemment d'un bâtiment qui stocke des vieux trains et des vieux bouts de train qui est assez incroyable, ça s'appelle la Rotonde SNCF. Aujourd'hui, c'est tenu par une association qui essaye de le préserver tant bien que mal avec très peu d'argent. Mais voilà, il y a plein de types de patrimoine et on voit des choses vraiment assez intéressantes tous les jours. La préservation, parce qu'il y a quand même un domaine patrimonial qui constitue quand même majoritairement les biens cultuels, avec cette église-là où on peut le voir, il y a souvent plein de désordres et plein de choses qui ne se passent pas forcément bien et qu'il faut lutter un peu pour leur préservation, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces églises-là, elles appartiennent aux mairies, et c'est les mairies qui sont en charge de leur entretien. Et voilà, là, il y avait plein de mousse, parce que la Seine-et-Marne est très, très humide, et donc tous les sols sont gorgés d'eau, et les sols des églises aussi, de fait. Et après, il y a le contrôle. Donc, le mot est un peu vulgaire, mais c'est quand même ça, parce qu'il faut contrôler au bout d'un moment. Et ça, c'est pendant ma première semaine où je suis allée dans une ville qui s'appelle Provins, et j'ai vu ça. Et j'ai compris qu'il y avait des choses qui se faisaient sans qu'on voit forcément tout. Parce qu'une partie de notre métier, c'est d'étudier et de donner un avis sur les autorisations d'urbanisme, comme les déclarations préalables et les permis de construire. Et que ça compose quand même une bonne partie de notre métier, mais quelquefois, ça évite d'avoir des façades pas très adaptées au contexte dans lequel elles se trouvent, pour dire ça gentiment. Et un des territoires sur lequel je travaille, juste pour vous montrer, en fait, les architectes des bâtiments de France, ils travaillent sur des espaces protégés. Il y a 8% du territoire français aujourd'hui qui est dans un espace protégé. Il y a différents types d'espaces protégés. Ça, c'est la ville de Provins. C'est une des villes assez grandes sur lesquelles je peux travailler dans mon territoire et qui concentre pas mal de protections. Ça commence par l'UNESCO, mais il y a aussi des abords de monuments historiques, un site patrimonial remarquable, un site classé, des sites inscrits. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est des superpositions de protection. Mais ça reste quand même très intéressant. C'est assez dense. Et j'ai juste fait le parallèle un peu avec Saint-Étienne pour que vous voyez aussi que vous vous situez dans un espace qui est quand même très protégé, sur lequel l'ABF ici ou les ABF ont un regard. Je trouvais ça important de faire un peu la différence d'échelle pour vous montrer que c'est quand même un petit peu... le territoire change, mais on essaie quand même de protéger ça. Et là, j'ai fini avec des petites citations de Victor Hugo et après de la loi sur l'architecture que je trouvais assez importante, parce que c'est le message que j'essaie de donner un petit peu aux collectivités locales, surtout, et aux mairies que je rencontre un peu, quand ils disent qu'ils n'ont pas forcément d'argent pour entretenir leur église, ou que là, il va falloir faire plus de places de parking parce que c'est trop compliqué avec les petites maisons du centre ancien, et puis on va en démolir un petit peu. Parce que c'est ça la réalité un peu, c'est de leur dire que ce qu'il y a autour d'eux, c'est d'intérêt public, et que nous, on n'est pas là pour empêcher, mais qu'on veille à un cadre de vie pour tous, et qui soit agréable surtout pour tous. Voilà. Je vais rebondir sur ton verbe conseiller. La vraie difficulté, en fait, aujourd'hui, l'architecte des bâtiments de France, il intervient dans un périmètre qui est protégé, donc il a un avis qu'on doit suivre, ce qui est très enfin, pas tout le temps, sans rentrer dans le détail, on verra peut-être après. Ce qui est très complexe, c'est quand on est sur des natures de patrimoine architectural comme la Rotonde qui a été présentée.
Il y a une autre architecture emblématique qui est aujourd'hui en train de disparaître en France, c'est ce qu'on appelle les piscines tournesols. Ces piscines tournesols, il n'en reste plus que quelques-unes. Elles ne sont absolument pas classées. Elles sont répertoriées, mais elles ne sont pas classées au titre de monuments historiques. Il y en a une qui a fait lors d'une demande de classement, d'inscription dans les sols. Mais oui, c'est vrai. Ça démarre. Et il y a une association qui s'est créée pour défendre ces piscines tournesols. Ce sont des piscines, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, en demi-lune, en sphère en fait, et elles s'ouvrent par moitié. Donc vous pouvez vous baigner à l'air libre. Ça date d'une certaine époque. C'est une architecture remarquable. Aujourd'hui, qui coûte extrêmement cher au niveau des collectivités. On en parlait pour les églises, pour les remettre à niveau par rapport aux normes. Et les collectivités, aujourd'hui, préfèrent les démolir. Ça leur coûte finalement moins cher que de chercher un nouveau programme, soit à les réhabiliter en tant que piscine, soit à les transformer en autre chose. Donc ce patrimoine-là, finalement, de bien commun, mais qui n'est pas protégé, c'est aussi de l'ordre de l'architecte de le défendre quand vous êtes au sein d'un service de l'État, sans être acheté des bâtiments de France, ou au sein d'une collectivité. Je vais laisser la parole à Anne-France, avec sa grande expérience. Pas tant que ça. J'ai commencé tard. Donc, je suis au Puy-en-Velay, pas loin d'ici, à l'ouest, et dans un territoire rural, après avoir été en Savoie, Haute-Savoie, dans le Cantal. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler dans ces pays encore enracinés, qui continuent à raconter leur histoire. Alors, moi, je vous conseille aussi d'avoir dans vos bagages des souvenirs de lieux et les lieux de vos enfants, si ça a été des moments heureux, de bien garder en vous ces espaces, ces lieux, ces personnes qui vous ont apporté beaucoup. Et c'est un bagage formidable pour la vie. Et l'architecture, qui est le langage des peuples, en fait, est l'expression d'une culture qui est unique. Mais de village en village, on n'a pas la même chose. On n'a pas la même génie du lieu, la même implantation, la même pierre, la taille des arbres, des signes, des largeurs des maisons. Toutes ces choses-là, elles sont encore là et elles nous parlent de nous. Et notre travail, c'est de transmettre pour enrichir la vie de chacun, parce que c'est ce qui fait le lien entre les personnes qui habitent ces lieux, qui les ont choisis ou qui les ont gardés. Donc voilà, c'est une très très belle mission qui est définie par le décret, qui est définie comme ça, la mission des architectes des bâtiments de France. Dans le cadre de leur fonction, ils s'assurent du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions, à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Et ils sont consultés dans le cadre des procédures relatives aux monuments historiques, à leurs abords, aux sites patrimoniaux remarquables, aux sites classés, inscrits, dans les conditions prévues par un nombre de codes assez impressionnant, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, le code de la construction, le code forestier, le code de la voirie, le code des transports. Mais en fait, voilà, ça c'est le cadre juridique. Et en fait, dans notre travail, on est assez libre et notre travail, c'est de convaincre et en fait, de révéler la beauté des choses. Voilà, c'est aussi simple que ça et il faut se donner les moyens. Donc ensuite, je vais vous faire envie de venir chez nous. On prend des stagiaires. On est très heureux d'avoir des stagiaires parce qu'on est très peu nombreux. On a besoin de faire des beaux documents pour donner envie. On fait des fiches communes par commune pour leur expliquer ce qu'on attend, ce qui est beau chez eux. On fait le tour avec eux. Alors ça, c'est le château d'Arlande, vous voyez. C'est la Haute-Loire. Tout est construit sur des volcans. Ces rochers, c'est la cheminée du volcan. Ça, c'était le plus haut château de la Loire, celui qui est aux sources de la Loire. Et donc qui protégeait des Ardéchois, Trébéchon, le Vivarais. Et donc c'est un monument historique assez étendu, le village à ses pieds. Donc on s'occupe aussi de l'entretien des monuments historiques. Donc ça, c'en est un. C'est un vestige, donc très compliqué le temps, s'il n'y a plus de toit, le temps il dégrade la construction. Donc il faut sans arrêt recommencer à tenir les arrases de murs, à voir où sont les lézardes. Et c'est une association qui est propriétaire. Et qui est très dynamique en fait. Donc là-dessus, on a produit on accompagne l'association. On a été voir avec l'artisan qui fait ce travail depuis 30 ans, extrêmement doué, un maçon entreprise générale il a il a une nacelle de 20 mètres qui est sur
très peu large, qui remonte avec des chenilles. Sur les escaliers, sur les rampes, il crée, voilà, il met un bidi, mais il met du sable pour pouvoir monter. Il est aussi cordiste, il monte, il redescend de l'autre côté. Enfin, il sait tout faire avec ses. Et du coup, c'est grâce à ce patrimoine vivant qu'est le savoir-faire. Hein. C'est vraiment l'artisan, c'est la clé. C'est celui qui est au bout de la chaîne et c'est celui par qui tout se fait. En fait, c'est grâce à lui que c'est dans cet état-là. Et puis grâce à l'association qui a trouvé des sous, qui a plein d'idées pour faire des fêtes et faire entrer les fonds. Voilà. Donc nous, on a fait juste un petit état sanitaire pour donner l'ordre des priorités, pour l'aider. Enfin, on l'a fait avec lui, puis on l'a donné aux propriétaires pour essayer de le convaincre d'avancer un peu plus vite. Voilà. Bon, c'est très sommaire. On fait ça avec les moyens du bord. Ça, c'est pour vous parler de l'insertion. Le monument génère un rayon de 500 mètres dans lequel on est censé intervenir pour conserver l'unité paysagère. Donc là, tout est soumis à notre autorisation, toute modification de toiture, de couleur, de menuiserie, tout ça. Et là, c'est Polignac. C'est la forteresse de Polignac, la grande famille seigneuriale du Velay. Donc c'était colossal, tout était bâti, il ne reste plus que le donjon. Et le village au pied est devenu... Les labels nous aident aussi à... Parce que il y a aussi un patrimoine bashing qui fait beaucoup de mal, c'est-à-dire qu'avec des lois complètement inadaptées, on fait croire aux gens que leur vieille maison en pierre dont ils ont hérité ou qu'ils ont envie d'acquérir, ça ne vaut rien au niveau thermique. Il y a vraiment beaucoup de mensonges et ça fait un mal incroyable. Donc les gens se disent, bah oui, ça ne vaut rien, pourtant j'étais attachée, donc il me faut une belle maison toute neuve dans le lotissement qui va se faire et les choses sont abandonnées. Donc quand il y a un label ou quand on vient beaucoup expliquer que tout ça est exceptionnel, que tout ça n'existe que là, que c'est l'expression du génie de leurs ancêtres et qu'ils en sont les héritiers et qu'ils vont continuer, parce que sinon ils perdent leur identité, toutes ces choses-là, ça permet aussi de redonner vie au village, parce que les gens redeviennent fiers de leur maison, on leur dit non, c'est pas une passoire thermique, non, il y a de l'inertie, non, il y a toutes ces qualités-là. Voilà, donc il y a aussi, c'est un peu compliqué aujourd'hui, avec des lois vraiment qu'il faut adapter, qui ne le sont pas encore, qui font beaucoup de mal. Donc là, on a pour la transition énergétique, tout le monde veut, parce que c'est gratuit, un panneau solaire sur son toit. Donc ça, au niveau du développement durable, enfin, on ne va pas en parler, mais bon, les terres rares, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus durable. Et enfin, l'exploitation de tout ça, c'est une catastrophe. Donc nous, on a fait une petite fiche pour leur expliquer comment on pouvait aussi respecter l'architecture en venant introduire du noir sur le rouge du toit, et où il c'était mieux d'en mettre, c'est-à-dire sur les grands bâtiments industriels, sur les bâtiments agricoles, au sol, mais pas autour de l'église. Parce que cette vue que je vous ai montrée juste avant, c'est quand même le patrimoine commun, c'est gratuit, c'est les dernières choses gratuites, la beauté des choses. Donc on va arrêter avec voilà, les intérêts particuliers qui sont à toutes les échelles. Donc on produit des choses comme ça, on essaye de mettre en ordre, de dire comment on peut intégrer ces nouvelles choses assez artificielles qui sont plus ou moins imposées, le moins mal possible. Voilà. Et on réfléchit à ça, on les met en place, et après on prend nos petites bâtons de pèlerin et on va voir les maires. Voilà. Ah, bon, alors ça c'est... on descend dans les échelles, ça c'est le Puy-en-Velay, c'est un secteur sauvegardé avec la question des raballements de façade obligatoires, donc il faut aider à trouver des couleurs. Alors, chaque ABF a trouvé façon. Nous, on essaie de faire des stages couleurs pour essayer de savoir comment on s'y prend, parce que comme c'est toujours ravalé, on n'a plus de vestiges d'enduit ancien. Donc voilà, il faut quand même avoir un peu de formation pour. Alors voilà, donc et aussi le travail sur les menuiseries, les portes, qualifier la ville ancienne. Donc jusqu'au détail, vous voyez, les décors peints qu'on repère sur les angles de murs, qui sont les décors 19e, et quand il y a un repeint, c'est quand même mieux de les conserver, parce que c'est aussi des subtilités qui, de loin, donnent l'illusion d'une pierre de taille, qui ont de toute façon, parce que c'est là. Donc c'est là, on continue. L'idée, c'est vraiment comment, modestement, on reconnaît les qualités de ce qui est déjà là, parce que si c'est là, c'est avant nous. Si c'est là, ça commande, et nous, on se met au service de cette chose en regardant comment elle peut continuer. Juste en aparté, si tu me permets, Anne-France, oui. La notion de la couleur est extrêmement importante. La problématique du ravalement de façade, c'est une problématique fondamentale au sein des villes et villages.
en France, notamment parce que l'habitant, la personne qui fait le choix de refaire sa façade, alors je ne vous parle pas de la réhabilitation thermique par l'extérieur, c'est encore autre chose, pire, je dirais, mais la notion de la couleur avec quelqu'un qui vient déposer une autorisation d'urbanisme en disant « moi j'ai choisi de faire ma couleur bleu roi », ou rose fuchsia, ou parme, ou jaune pinson, je ne sais pas, et à qui on dit bah non, ça ne va pas être possible parce que ce n'est pas la charte graphique ou couleur qu'on a étudiée, qu'on a mis en avant pour ce village ou pour cette ville. Lui, il ne va pas comprendre. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de faire la couleur qu'il a choisie, lui, peut-être avec, en famille, peut-être avec ses copains, peut-être. Donc il y a une démarche pédagogique de l'architecte qui va le recevoir à ce moment-là, sans parler du service de l'urbanisme, pour expliquer pourquoi et l'orienter, pourquoi il n'a pas le droit, et l'orienter vers la bonne colorimétrie et le bon mélange de couleurs. Et je ne parle pas d'enduit. Juste rebondir là-dessus, justement, tout à l'heure, quand j'évoquais la mission d'architecte conseil, les 3/4 des rendez-vous que j'avais avec les habitants, c'était ça, en fait. C'était exactement ça, faire de la pédagogie pour leur expliquer que non, on n'est pas là juste parce qu'on a envie de leur dire non, c'est qu'il y a des raisons et que c'est pas juste comme ça, quoi. Les 2 points, en règle générale, ou le 3, c'est la toiture, ce que vous mettez dessus, qui pose problème. Le PVC blanc pour les menuiseries et la couleur de l'enduit ou sa matérialité. Je laisse Anne-France reprendre. Et juste pour finir sur le PVC, oui, en général, les gens se disent mais attendez, là on a construit un bâtiment avec une façade rose ou bleue, voilà, et moi j'ai pas le droit de mettre des fenêtres en PVC blanc. Donc voilà, c'est toute une pédagogie pour faire comprendre que oui, non, c'est pas parce qu'on a un bâtiment contemporain qui a été construit que les fenêtres en PVC blanc elles vont aller sur la maison en pierre, quoi. Alors ça, c'est un ancien technicien qui était au service, qui dessinait très bien, qui faisait des relevés. Il a relevé toutes les églises du département. On a publié un dictionnaire. Enfin, voilà. Donc, on exploite les services. Nous, on est 6, c'est des petits services. Et en fait, notre action sur le département, elle est liée aux personnalités qui sont là. Et on s'organise en fonction des talents des uns et des autres, en fait. On ne va pas inventer ce qu'on ne sait pas faire. Donc, lui... c'est la mémoire du département. En gros, par exemple, ça, c'était des relevés qu'il a fait sur des enduits, des décors peints sur le haut de la façade, sous le toit, sous la dépassée, et avec une science des tracés qu'il a un peu épatée. C'est-à-dire, ça, c'est tout un savoir-faire local, en fait, qui est encore là, si on sait le regarder. Et voilà. Donc là, c'était pour redescendre aux choses. On est aussi conservateur de la cathédrale, qui est monument étape. Géré par le ministère de la Culture, donc chargé de l'entretien et de la sécurité. Donc là, c'est la tour des Au Puy, c'est un ensemble cathédral très vaste. Et ça, c'est la tour des Machicoulis où étaient les chanoines. La pierre, tout ça est construit dans la pierre du rocher. C'est aussi une pierre volcanique, mais qui est gélive, donc qui était protégée, qui ne l'est plus parce qu'il y a eu la mode de la pierre apparente. Et en plus, là-haut, ils ont déjà refait au 19e en pierre les parties qui étaient dégradées, mais avec une pierre une mauvaise pierre, en fait, qui venait d'une carrière proche, parce que là, tout le haut du rocher a été déjà utilisé pour construire la ville et la cathédrale, donc il faut aller un petit peu plus loin, et elle est pas bonne, elle est fissurée, elle tombe. Là, il y a une pierre qui est tombée, qui a pulvérisé, qui a traversé la toiture qui est en dessous. Le lendemain, il y avait un vernissage énorme. Enfin bref, on n'a pas eu de mort par chance, quoi. Ça s'est passé la veille. Donc, je fais venir des cordistes qui purgent, en fait, ils prennent à la main les pierres qui allaient tomber tout doucement, parce qu'il faut et puis mettre des filets. Et puis ensuite, l'architecte en chef des monuments historiques, si notre direction veut bien financer, fera les travaux plus durables. Mais tout le temps en train de réparer les choses. C'est aussi très intéressant. J'ai une architecte avec moi qui est technicienne des bâtiments de France, qui s'occupe du suivi quotidien, parce et les artisans aiment beaucoup venir. Ça m'appâte toujours. On a des maîtres forgerons, des menuisiers très, très ébénistes, très, très compétents. Et parfois, pour une petite chose, ils viennent alors qu'ils ont d'énormes commandes, parce que c'est la cathédrale. Donc, il y a un attachement aussi. Vraiment, là ça fédère tout le monde, un monument comme celui-là. Moi, ça m'impressionne toujours de voir leur zèle à venir. Les cordistes, par exemple, ils étaient, quand on avait besoin d'eux, ils étaient près d'Avignon. Ils ont voulu absolument venir pour travailler sur la cathédrale. Voilà. Et alors, en 3 mots, je vais vous raconter l'histoire du secteur sauvegardé du Puy. C'est une protection forte, c'est le code de l'urbanisme, qui est un règlement qui réglemente
toutes les interventions sur l'existant, en fait, pour le conserver. Et au début, donc bon, c'est la ville du Puy dessinée au XVIIIe, avec un petit quartier en dehors des murs, et qui était devenu, vous voyez, le cadastre napoléonien, il est intéressant à consulter tout le temps, parce que c'est à peu près la ville médiévale, avant les grands changements. Et là-haut, c'est le quartier du Puzzaro, qui était au pied de la ville, et au milieu, c'est ce qui a été construit. Le maire avait prévu de tout raser pour faire des grands logements sociaux, voilà, des grands logements collectifs. Donc, à droite, c'est le même quartier, mais avec en rose la partie qui a été protégée grâce à l'intervention d'une association. Enfin, pour vous dire qu'on travaille aussi forcément en équipe. Quand il y a, à un moment donné, la mayonnaise prend, une association très, très dynamique, des gens au ministère de la Culture, à la DRAC, impliqués, un ABF qui est volontaire. Et donc, ils ont en urgence trouvé à protéger un bâtiment remarquable qui était menacé de ruine. Et ça crée autour de lui ce cercle de 500 mètres qui fait qu'on ne peut rien faire sans avoir l'autorisation de l'ABF. Donc, on a bloqué le projet du maire. Et ensuite, il y a eu vous pouvez imaginer, quand vous êtes au service d'une collectivité, aux côtés des élus, les discussions qu'on peut avoir quand un ABF intervient pour faire ça. Hein. On n'était pas tout seul. Non, non. Et met à mal le projet souvent d'un mandat, quand on est sur cette taille-là de parcelles, hein, je ne sais pas combien de mètres carrés, milliers de mètres carrés il y avait. On est sur 6 ans de mandat, entre la phase programmatique, lancement du marché public, jusqu'à la réalisation et au moment où on coupe le ruban, voilà. Ça peut poser dégénérer un peu en conflit. Là, il y avait une telle unité parmi tous les habitants. Le patrimoine il appartient aux gens qui l'aiment. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, c'était pas possible de gommer l'histoire d'un pays comme ça. Enfin, bon, bref. Donc là, il y a eu une vraie levée de bouclier. C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils se prennent en main, quoi. Et là, ils n'ont pas du tout été passifs. Donc, ils ont lancé une procédure d'étude de secteur sauvegardé. Et donc, il y avait aussi, on avait un architecte exceptionnel qui dessinait, qui a proposé à la mairie. L'association a dit, bon, vous dites que tous ces bâtiments sont des futures ruines, sont impossibles à réhabiliter. Nous, on vous en achète un. On fait l'opération, on réhabilite et on va vous prouver que c'est possible. Donc, en haut à gauche, c'est un petit quartier avec des maisons très, très fissurées. Apparemment, ça ne pouvait pas rester longtemps debout. Ils ont fait à droite le projet. Bon, c'était Monsieur Perron. Et aujourd'hui, voilà, c'est le plus joli quartier du Puy, le plus pittoresque parce qu'il y a des jardins, des fleurs, voilà. Donc, c'était tout ce quartier qui devait être rasé. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, le secteur sauvegardé du Puy. Le secteur sauvegardé, c'est la loi Malraux, c'est des villes entières qui ont une valeur patrimoniale, soi-disant exceptionnelle, mais il y en aurait d'autres. Hein, et donc, on fait des commissions d'urbanisme toutes les semaines. On accompagne tous les porteurs de projets. On va sur place, on regarde avec eux. Parce qu'on ne voit pas, hein, derrière des cloisons, il y a des plafonds peints du XVIIe exceptionnels, il y a plein de choses encore. Mais si on ne regarde pas, si on ne cherche pas à voir ces choses-là, on les détruit. Voilà. Donc, en bleu, c'est la partie qui a été sauvée, qui est aujourd'hui totalement habitée. Donc ça, c'est aussi notre travail. Mais bon, il faut être plusieurs, quoi. Il faut qu'il y ait... Aujourd'hui, les associations, elles sont moins impliquées. Elles s'occupent. Bon, puis ça, c'est une petite chose. C'était il n'y a pas longtemps, le maire d'une petite commune de 1500 habitants, très rurale près du Puy, qui veut créer un grand lotissement dans la zone orange, là. Et on l'a aidé, comme on avait beaucoup travaillé avec lui, on s'était beaucoup bagarré. Il avait compris que, de toute façon, on était en espace protégé, il fallait notre autorisation. Donc, on a cherché ensemble, on lui a montré des exemples de hameaux existants. On dit, on ne va pas faire du pavillonnaire, il y a peut-être d'autres façons de faire du logement individuel aujourd'hui. Et on l'a aidé, on a monté le cahier des charges pour recruter un architecte. C'est la fabrique qui a, heureusement, qui a été... il fallait aussi trouver l'architecte qui puisse... comprendre, et il fallait que la relation soit possible entre le maire et l'architecte, parce que le maire, c'est un éleveur, donc il fallait quelqu'un qui comprenne sa façon de parler. Il fallait qu'ils se comprennent, donc il faut aussi trouver les personnes qui peuvent se comprendre. Donc c'était bien avec les frères Janin. Et donc, en travers nous, on leur avait fait une présentation des morphologies urbaines, des hameaux.
On avait aussi trouvé des exemples d'architecture intégrée qui avaient été faites par des grands architectes, Jean Chomel et d'autres, qu'on a eu dans le département il y a 40 ans. Et ça, du coup, ça a fait une espèce de référence commune entre les élus et l'architecte. Nous, il nous a produit les croquis du haut, là, parce qu'il a saisi ce qu'on attendait. Il a fait une analyse du site très intéressante, d'hydrologique. Il a regardé les vestiges de murets de pierre qui servaient de clos pour les moutons. Tout ça, ça a été sa trame, ça a dessiné la trame du lotissement. Et plus ensuite la forme urbaine et la forme architecturale en lien avec ce qu'il avait observé dans les villages autour. Voilà. Et ça, c'est en cours. Bon. J'ai fini, je crois. Oui, je voulais finir avec ça. Tout le monde l'a reçu, c'est une architecte du patrimoine qui raconte une journée au bureau quand on reçoit les porteurs de projets. Et qui nous, voilà. Donc c'est assez humoristique, mais c'est assez bien vu, au fait. Voilà, les murs de clôture pour se cacher, voilà, une façade massacrée au milieu. C'était une façade composée avec une porte qu'on transforme en fenêtre. Ensuite, bon, les gens qui savent tout, la rue qui est défigurée par une architecture inadaptée. Bon, voilà. La démarche de projet qu'a décrit Anne-France avec l'intégration de ce lotissement sous forme de hameau, c'est une démarche de projet qui ne se fait pas qu'à l'intérieur d'un périmètre sauvegardé avec un architecte du bâtiment de France. C'est une démarche de projet que les architectes devraient avoir sur tous les sites dans lesquels ils s'inscrivent, que ce soit pour un bâtiment ou plusieurs bâtiments. Donc c'est vraiment une démarche de projet par rapport à l'appréhension et la compréhension d'un contexte existant et environnant. On a eu un parcours de l'architecte maître d'œuvre jusqu'à l'architecte des bâtiments de France expérimenté, implanté. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez développer un sujet plus qu'un autre? Moi, je vous engagerai dans vos pratiques toujours de stage, en tout cas avant de sortir de l'école et avant de commencer vos premiers métiers, de passer par cette maîtrise d'ouvrage public, quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit, avant d'aller exercer en agence, puisque ça sera sûrement pour beaucoup d'entre vous une grande partie de votre vie professionnelle. Mais allez voir de l'autre côté. Moi, j'ai souvent tendance à dire que en fait, un peu comme l'amphi, vous avez les spectateurs qui sont dans la salle, qui sont plutôt les habitants. Vous avez ceux qui jouent la pièce de théâtre sur la scène. Et puis, vous avez les machinistes, sans qui rien ne se fait. Et en fait, nous, on est les machinistes. Et quand vous passez au-delà du rideau, derrière la scène, c'est-à-dire vraiment dans cette maîtrise d'ouvrage public, finalement à la naissance même d'un projet, d'un programme et la manière dont vous allez construire, faire vivre cette cité, vous êtes à l'origine, au point de départ. Vous parliez que votre rôle, c'était vachement de préserver l'architecture, l'histoire. Mais est-ce qu'il y a des fois où vous intervenez pour démolir quelque chose? C'est vraiment de la préservation pure? Ou alors est-ce que des fois, il y a un besoin de démolir et de créer autre chose? Et est-ce que là, l'architecte des bâtiments de France, il intervient ou pas du tout? C'est-à-dire que si l'insalubrité du bâtiment est déclarée, en fait, ils ont réussi à faire qu'il n'y avait plus d'avis conforme de l'ABF. Donc, en fait. Mais notre logique, c'est comment on fait avec l'existant. On est en plein développement durable. Comment on travaille? Comment cette chose qui est fondée, qui a été pierre à pierre, taillée, posée, etc., comment elle peut continuer à vivre? On la transforme, on s'appuie dessus, c'est tout. Pourquoi on irait détruire quelque chose qui est debout? Enfin, déjà, c'est une logique qui m'échappe. Hein. Donc, ensuite, s'il y a un problème de structure trop important ou si ça menace ruine, on va laisser. Mais de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus s'opposer à une démolition. En gros, parce qu'ils arrivent toujours à trouver une raison d'insalubrité alors qu'on demande. Il y a des expertises absurdes. C'est-à-dire les architectes du patrimoine savent expertiser un bâtiment ancien. Ça n'a rien à voir avec les calculs que font les bureaux d'études. C'est-à-dire à regarder l'état des poutres, à regarder les portières, à regarder la structure. Oui, elle tient parce qu'elle a tenu pendant déjà 3 siècles. Alors arrêtez de nous dire que ça ne peut pas tenir. Vous voyez, c'est comme il y a deux logiques différentes. Leur regard sur le patrimoine qui est faussé parce qu'ils n'ont pas les clés.
déjà, si on arrive à faire venir des professionnels pour revoir l'expertise, on arrive à dire que c'est en bon état, qu'il faut juste faire ça, ça et ça. Ça, je l'ai fait à Aurillac, des bâtiments qui devaient être démolis. Un architecte du patrimoine est intervenu. Le maire était un expert comptable, donc je lui ai dit, écoutez, on se donne juste cette chance-là. Vous avez vu le coût d'une déconstruction, démolition, reconstruction en béton. Maintenant, on va calculer ce que ça coûte de travailler à partir de ces choses que vous voulez démolir. Et évidemment, la différence était beaucoup moins chère parce qu'il avait sondé, il avait vu que les poutres étaient bonnes, qu'il fallait juste renforcer tel et tel endroit, tout était précis et qu'on pouvait faire ça et ça dedans en faisant à minima, on retrouvait un logement traversant parce qu'on déconstruisait devant, parce qu'évidemment, si on retrouve l'architecture du départ qui est cohérente et pensée, et avant qu'on rajoute dans les cours, eh ben on retrouve la lumière, on retrouve plein de choses. Voilà, si on fait ce travail de réflexion. Et donc, il a été convaincu qu'effectivement, c'était mieux de travailler comme ça. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Oui, j'avais juste une autre question qui est de quelqu'un d'autre. Du coup, ça venait à la deuxième, c'était plutôt, du coup, comment est-ce qu'on peut accompagner? Parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui rachètent des anciennes fermes ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses où on peut aider ces gens, par exemple, en faisant des... Je sais pas forcément des manuels, mais je sais que, par exemple, quand on reprend un ancien corps de ferme, on est assez démuni face à ça, surtout quand ce n'est pas forcément des architectes, mais plutôt des particuliers. Est-ce qu'il y a je sais pas, comme un processus pour les aider? Est-ce que ça fait partie de votre travail? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'assez global? Oui, on essaie de les accompagner au mieux, c'est pour ça qu'on est là. La particularité donc, des services dans lesquels travaillent les architectes, les UDAP, désolée, je parle un peu en acronyme, mais c'est qu'on peut arriver à développer aussi certaines philosophies sur le territoire. Donc on choisit un peu aussi l'outil qui fonctionne avec tel interlocuteur et tel projet. Tu l'as montré tout à l'heure, il peut y avoir des fiches qui peuvent être mises en place parce qu'il y a des projets assez récurrents qui reviennent. Donc ça permet aussi à travers les mairies ou d'autres collectivités territoriales, pouvoir faire un petit peu de pédagogie à travers ça. Moi, pour le coup, je suis en train de les monter dans mon territoire, mais je fais des permanences où je vais dans les collectivités, ouais, plutôt au niveau des communes et un peu en intercommunalité, où il y a pas mal de dossiers et pas mal de questions, où je vais là-bas et j'ouvre des permanences en disant qui veut me voir ou me poser une question ou présenter un projet, je suis là, on y est, et j'y réponds. Donc oui, il y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place et c'est super important parce que c'est ce qui permet de recréer un lien un petit peu entre le rôle qu'on peut avoir et ce que les autres pensent qu'on est. Sur les fermes, les granges et tout ça, sur les sites des parcs naturels, il y a des exemples. En général, ils ont sur les sites des CAUE aussi. Et nous, ce qu'on demande, c'est on regarde là où sont les ouvertures déjà, et le programme il va s'adapter au bâtiment. C'est-à-dire là où il y a une montée de grange avec une grande porte, on va peut-être faire le salon. Là où il y a des petites fenêtres en haut, ça pourrait aller pour des chambres d'amis. Enfin, vous voyez, on essaye d'être de plein pied pour avoir sa terrasse devant et pas être obligé de pas construire sur pilotis un truc en métal. Déjà, on regarde si on fait comprendre cette démarche-là, c'est déjà plus simple, parce que sinon, on se heurte chaque fois à des idées toutes faites qu'on veut coller à ce bâtiment et qui seront toujours décalées. Si on part vraiment... L'autre jour, j'entendais un grand architecte de Montmorency, M. Replin, qui disait le bâtiment, c'est lui qui commande quand on travaille sur le patrimoine de consommer. Voilà, on inverse les choses. Et à partir de là, il y a plein de choses à l'intérieur. Si vous regardez les projets de Boris Boucher, nous, on en a quelques-uns. Ils ne touchent pas l'enveloppe. Et à l'intérieur, c'est incroyable de créativité, de génie, quoi. Donc, il ne faut pas forcer. Enfin, on rentre dans le bâtiment comme quand on essaye une paire de chaussures, en fait. Et après, on marche. La préservation, ça n'est pas du pastiche. Hein. C'est pas refaire à tout prix et systématiquement ce qui existait avant. C'est aussi accompagner l'architecture contemporaine et la manière dont on peut réhabiliter, transformer l'usage par rapport à des bâtiments qu'on veut préserver. Juste pour compléter, tout à l'heure, tu as évoqué le PSMV du Puy-en-Velay. Il y a de plus en plus de communes qui sont sensibles à leur patrimoine et à la richesse de leur ville, de leur paysage et de leur architecture, et qui souhaitent mettre en place ce type de protection au sein de leur ville. Et
lors des appels d'offres qui sont passés pour que les équipes d'architectes paysagistes qui conçoivent ces plans de sauvegarde pour gérer tout ça. Il y a aussi une dimension pédagogique qui est inclue dans la mission de l'architecte, justement pour faire comprendre la mise en œuvre de ce nouveau plan de sauvegarde que les habitants ne connaissent pas du tout, ne savent pas comment utiliser. Et voilà, donc il y a aussi un accompagnement qui peut être fait de la part des architectes maîtres d'œuvre sur les territoires pour appréhender ces nouveaux outils. Oui, puis une dernière chose, si vous travaillez sur une grange, quelque chose qui va vraiment changer de fonction, commencez par faire le relevé, mais à la main, quoi. Et là, vous commencerez à le comprendre de l'intérieur, y compris dans la structure, pourquoi les fenêtres ont ces dimensions, etc. Et à partir de là, vous aurez beaucoup plus d'outils pour le transformer. Déjà, merci pour votre présentation. Et j'avais 2 petites questions à vous poser. C'était, est-ce que l'architecte peut refuser un futur usage ? Enfin, par exemple, il y a eu un énorme centre commercial qui a été construit à Grenoble, une énorme machine à fric, et qui a été... on a réhabilité des anciennes usines qui étaient dans un quartier. Et est-ce que l'architecte du patrimoine peut refuser une transformation d'usage? Merci pour ta question. Je fais juste une petite explication. Il y a une différence entre architecte des bâtiments de France et architecte du patrimoine. Architecte du patrimoine, c'est ceux qui sont titulaires d'un DSA, donc d'un diplôme spécialisé dans le patrimoine. Il y en a plusieurs. Il y a Belleville et il y en a que 2. Il y en a 2 qui délivrent ça, qui permettent du coup d'avoir cette compétence très particulière de maîtrise d'œuvre dans la section patrimoine. Et après, il y a architecte des bâtiments de France. Du coup, c'est pas la même chose parce que nous, on officie pour l'État, et notamment le ministère de la Culture. Donc, c'est 2 métiers, 2 entités différentes. L'un ne va pas sans l'autre, en l'occurrence, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et du coup, pour répondre à ta question, on juge un projet, on juge pas le programme. Il peut y avoir des programmes inadaptés, mais il faut renforcer son avis en fonction du projet, en l'occurrence. Mais oui, il peut y avoir des programmes inadaptés. Mais pour moi, on juge quand même éminemment le projet et ce qui peut générer dans le contexte. Parce que nos avis et ce qu'on donne, c'est par rapport à la protection qu'il y a en place. Si c'est un monument historique et qu'on est dans des abords, on va juger par rapport au monument historique. Donc, il y a un usage, mais il y a aussi un projet, quoi. Le programme inadapté, il va se défendre quand l'architecte est au sein d'une collectivité, qu'elle soit commune ou intercommunalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un élu qui va avoir, un jour en se levant, l'idée de, à la place de cette friche industrielle, faire un centre commercial parce que ça va amener de l'argent sur sa collectivité et puis ça va amener des aménageurs qui vont lui racheter le foncier. Donc les collectivités n'ayant plus d'argent aujourd'hui, c'est une source de revenus pour elles. Donc il va se dire, il va lancer cette idée lumineuse et puis il va dire ça à son directeur général qui va lui faire redescendre à ses services, faites-moi un programme, lancez-moi un marché public pour transformer cette friche industrielle en centre commercial. Souvent il y a déjà des aménageurs qui sont derrière la porte du maire ou de la mairesse pour dire nous on est là, on veut bien l'acheter. Voilà. Et après il faut avoir, quand vous êtes à l'intérieur de ces collectivités, le courage de dire non, en fait, cette idée, elle est peut-être lumineuse, mais pas à cet endroit-là, où on va la faire différemment, on va travailler différemment avec les aménageurs. C'est pas dire on ne veut pas de cela, parce que ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais c'est d'avoir cette force de communication et de partage, de synergie, de travail d'équipe, de dire on va faire muter ce programme pour à la fois répondre à la demande politique et puis à la demande des aménageurs qui sont quand même là, eux, pour gagner de l'argent, finalement, in fine, avec leur projet. Mais on est plutôt là sur l'architecte à l'intérieur des collectivités. Ok, merci et désolée pour la confusion. Non, mais elle est très commune, elle est très 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 commune, donc c'est pour ça. C'est bien de l'avoir fait en fait. Ça permet aussi d'éclaircir un peu tout. Et est-ce que vous travaillez aussi sur les parties du bâtiment qui ne se voient pas, donc par exemple les fondations? Est-ce qu'il y a des normes ou des... Non,
Sur les fondations, c'est le service régional d'archéologie qui doit être consulté en amont. Quand c'est en ville, il y a souvent eu des choses avant, et il y a une obligation de faire appel à ces services-là qui vont faire des fouilles préventives pour voir s'il n'y a pas des choses étudiées. Mais pour un programme inadapté, on peut aussi bloquer. Enfin, si les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, normalement, ils nous consultent en amont. Si c'est une grosse opération et qu'on est en espace protégé, on peut leur dire mais ça ne sera pas possible. Faut aller les voir aussi. Enfin, je ne sais pas. Sur la notion des fondations, on peut avoir un regard, on retombe sur la partie diagnostic en fait, patrimoniale d'un îlot, par exemple, avec des pierres de taille qui vont être... voilà, il peut y avoir une volonté de préserver à un moment donné un détourage de l'îlot, même si on travaille sur les façades et si on travaille sur l'intérieur. Donc, mais la dimension archéologique, elle est très importante en France et elle peut bloquer des projets parce qu'elle est très coûteuse. D'autres questions ? Donc, merci pour votre présentation. Et j'avais une question notamment sur les PLU. Parce qu'en France, on a des territoires qui ont un patrimoine bâti qui mérite d'être conservé conséquemment, et qui n'est pas classé ni répertorié monument historique ou bâtiment remarquable. Et donc, comment les architectes bâtiments de France interviennent en fait dans ces PLU et comment on pourrait faire en sorte de renforcer ces règles, parce que souvent dans les PLU intercommunaux, on trouve plusieurs typologies de patrimoine regroupées dans un seul règlement, alors que chaque village est vraiment particulier, chaque village a son histoire, et souvent ça finit par des paysages urbains défigurés. Donc, comment les architectes des bâtiments de France agissent ? Eh bien, normalement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'espace protégé, on n'est pas dans les espaces protégés, normal. Mais même là, on n'a même pas le temps d'intervenir. C'est-à-dire que dans les espaces là où il y a un cercle de 500 mètres et qu'il y a un PLU qui est lancé, le préfet doit les personnes publiques associées doivent émettre un avis au début, à la fin, suivre, etc. On en fait partie. Donc, normalement, quand on a du temps, on faisait ça. On faisait un diagnostic avant, et en disant, déjà paysager, en disant où il ne faut pas faire d'étalement, ou quelle est la forme urbaine traditionnelle, et où peut-être il faut se mettre en archipel. Et puis, on poussait un règlement patrimonial. Mais quand il n'y a pas, et bien en fait, c'est juste... en fait, si le maire veut bien qu'on l'accompagne, on est là pour mais c'est juste du lobbying. Et s'il y a une association ou des gens qui nous disent il y a un PLU qui est lancé, on aimerait bien que vous veniez accompagner, et ben on peut le faire. Mais, parce que le problème des PLU, surtout dans les zones rurales, c'est qu'ils prennent les moins chers, les bureaux d'études les moins chers, ils font un copier-coller. Ils ne regardent pas du tout le paysage ni l'architecture. C'est les blancs, les zones, les soi-disant dents creuses à combler. Et en plus, avec le ZAN, on cherche à démolir pour construire. Hein. Donc c'est vraiment, on est très, très... C'est une période compliquée. Il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie. Et donc là, on peut, par le biais de l'élu, quand il n'y a pas de protection, du maire, voilà. Il faut venir nous chercher. Et la réponse, en fait, à chaque fois, moi, je fais le pendant du service de l'État. C'est toujours l'architecte au sein de la collectivité, parce que de toute façon, un PLU, il se fait avec un bureau d'études extérieures. Donc, vous allez lancer une procédure de marché public pour le recruter. Et c'est là où vous, dans votre qualité de maintien de cette qualité des territoires, vous allez prêcher pour pouvoir retenir un bureau d'études pluridisciplinaire avec cette dimension patrimoniale, en disant mais ça serait là, c'est fondamental. Alors dans un PLUI, c'est encore plus important, fondamental d'avoir un accompagnateur qui ait cette appétence ou cette compétence patrimoine pour arriver à déterminer les contours de chaque territoire dans le règlement du PLU. Mais c'est un long combat. Il y a un truc qui commence à être un peu à la mode en ce moment, c'est de rajouter des petites lettres derrière le PLU. Peut-être du I tout à l'heure pour intercommunal, mais maintenant il y a le PLU patrimonial. Il y en a pas mal qui ont été faits. Je pense à Angers. C'est des bonnes sources d'informations et d'exemples qu'on peut donner. Après, est-ce qu'ils sont suivis ? Pas forcément, mais ça dépend des personnes qu'on rencontre et de la pédagogie qu'on aura menée avant, si on a été invité avant à
à y être. Enfin, voilà. Mais en l'occurrence, il y a aussi des petits outils qu'on apprend. Vu que je sors de formation, j'ai encore tous les noms des articles du Code de l'urbanisme. Mais en gros, il y a des articles qui permettent d'intégrer et de protéger du patrimonial qui a été recensé dans ton PLU. Donc, il y a quand même des outils qui peuvent être mis en place. Voilà. Merci. Pour finir de compléter là-dessus, on en parlait juste avant la table ronde, que les collectivités sont pas forcément, ne définissent pas forcément les bons acteurs dans le choix des équipes de maîtrise d'œuvre qui sélectionnent pour la réalisation de leurs projets, que ce soit PLU ou autre, et notamment les architectes du patrimoine qui ne sont pas forcément sollicités sur des projets qui ne sont pas liés à des monuments historiques. Et je pense que c'est important sur la réalisation de PLU notamment, qui impacte tout un territoire, d'avoir un regard de ces personnes-là sachantes, puisqu'il faut savoir que dans notre formation d'architecte du patrimoine, on ne se concentre pas uniquement sur le bâti, mais aussi sur la partie urbaine et paysagère des territoires. Donc voilà, peut-être il y a aussi ce travail-là auprès des collectivités, de leur faire comprendre l'intérêt de convoquer les bonnes personnes dans les équipes de maîtrise d'œuvre. On va devoir clore la table ronde. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question ou des dernières questions ou interventions ? J'espère que ça vous a fait découvrir, en fait, en tout cas, une autre pratique du métier de l'architecte au service de l'État et des collectivités, en fait, surtout au service de la cité. Moi, je préfère dire cité que ville ou village. En fait, ça regroupe l'ensemble et au service du citoyen. Parce qu'en fait, quand vous êtes architecte de l'État ou architecte au sein de collectivités, vous travaillez pour l'intérêt collectif qui va durer pour les centaines d'années à venir. Donc, essayez d'aller faire des stages dans ces endroits-là ou dans l'écriture. Là, vous avez des revues qui vous accueillent avec plaisir avant d'intégrer des agences où vous allez être un peu cloné en fonction des agences dans lesquelles vous travaillez. Donc, essayez de vous exprimer autrement d'abord et puis de toute façon, l'agence, vous y passerez forcément.